toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée à la manière dont le numérique a transformé, transforme et transformera encore la recherche fondamentale et la recherche clinique. Je suis très heureux de présenter cette table ronde ici, à l'école ISIS. C'est l'occasion pour moi de saluer le dynamisme du laboratoire de recherche de l'école, qui est mené de main de maître par Imen Megdish. Je ne sais pas si elle est non, elle n'est pas dans la salle. Mais voilà, l'occasion de faire un petit clin d'œil à la dimension recherche qui est partie intégrante de toute école d'ingénieurs. Alors, le numérique ouvre des perspectives inédites dans la recherche. Collecte massive de données, essais décentralisés, IA, e-cohorte. Mais ces évolutions soulèvent aussi des questions fondamentales et essentielles de fiabilité, d'éthique et de transformation des pratiques. Pour évoquer ces sujets et nous parler de leur expérience, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table professeur David Geneviève. On vous a vu ce matin nous parler de génétique et des maladies rares. Vous êtes généticien clinicien au CHU de Montpellier, responsable d'un centre de référence et de la plateforme Maladies rares Montpellier-Nîmes. Vous êtes président de Maladies rares Occitanie, cofondateur de la Société française de médecine prédictive et personnalisée et responsable d'une équipe de recherche en génétique à l'INSERM. Docteur Marquetta Saint-Aroman, vous avez une double formation de médecin et dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez exercé comme praticien à Paris, aux États-Unis et en République tchèque. Après plus de 20 ans au sein des laboratoires Pierre Fabre, vous êtes aujourd'hui directrice médicale internationale du groupe. Merci d'être là. Professeur Guédon Moreau, vous êtes cardiologue au CHU de Lille. Vous coordonnez 2 unités fonctionnelles, une unité de recherche et de télésanté. Vous enseignez la santé numérique et coordonnez le DU interuniversitaire de télésanté. Vous êtes vice-président de la Société francophone de santé numérique en charge du pôle recherche. Et Delphine Partolas, vous êtes biologiste de formation spécialisée dans le management de l'innovation et l'IA appliquée. Vous êtes cofondatrice d'une entreprise de biotech, mais aujourd'hui vous êtes directrice du pôle LifeTech de Toulouse Tech Transfer. Merci à tous les 4 d'être avec nous pour parler justement de numérique et de recherche. Alors David Geneviève, ce matin vous nous avez raconté un petit peu les maladies rares. C'était passionnant de vous entendre expliquer les enjeux de santé publique autour de l'errance diagnostique. On était sur la version clinique et prise en charge. On va parler un petit peu volet recherche. Qu'est-ce qui rend particulier la recherche dans le domaine des maladies rares? Alors, juste pour resituer le tableau, il y a 8000 maladies rares différentes. Elles sont à 85% d'origine génétique. Si on prend une seule maladie, on va parler de cardiomyopathie hypertrophique par exemple, une partie, donc 50% sont liées à des bases génétiques. Et si on prend juste qu'un des gènes qui est MYBPC3, on sait qu'on va avoir des variations un peu partout dans ce gène qui va pouvoir être responsable de cette cardiomyopathie hypertrophique. Et ça, c'est un des tout petits bouts de ce qu'on devrait discuter. Donc le challenge, aujourd'hui, si on doit se poser la question maladies rares et diagnostic, rien que ça, c'est de se dire comment on peut proposer un séquençage d'ADN. Dans le meilleur des mondes, on préfère que ça soit un génome. Et comment on séquence 3 milliards de lettres de l'ADN et comment on donne du sens à chacune de ces lettres pour dire, bon, ben ça c'est une lettre qui n'a pas d'effet, si elle est différente, d'abord lesquelles sont différentes, pas différentes, et puis tiens, celle-ci, elle est différente et elle va avoir un effet fort, mais est-ce qu'elle est responsable de la maladie? Donc on a des pipelines bioinformatiques qui permettent de traiter ces 3 milliards d'informations. Encore une fois, c'est vraiment des big data. On sait qu'un génome, on va avoir sur les 3 milliards au moins 1 million de différences entre nous. Et on est différents en réalité. Hein, notre visage est codé par la génétique. Hein. Et donc l'idée, c'est de réussir à dealer avec toutes ces datas et de dire, parmi tout ça, il y a une lettre qui m'intéresse, qui va être responsable de ma maladie. Et si on pousse un peu le bouchon et qu'on se dit, bah, pourquoi regarder que ça? Aujourd'hui en France, la loi nous dit on a le droit de regarder qu'une seule maladie. Mais on pourrait, comme c'est fait dans certains pays, de se dire on va de façon active aller chercher d'autres informations qui peuvent être utiles pour la santé. Par exemple, des informations de pharmacogénétique. Si je prends ce médicament-là, est-ce que je vais pouvoir avoir un effet ou pas, ou est-ce que je suis métaboliseur rapide? Si on reprend cardiomyopathie hypertrophique, si je dois prendre du mavacamten, il faut que je fasse un test pharmacogénétique avant. Et donc, voilà.
on pourrait tout avoir d'un coup. On peut avoir des informations sur est-ce que l'enfant à venir, qui n'est pas encore là, il aura une maladie récessive grave. Bref, on peut faire plein de choses. Donc, on se retrouve face à des énormes données de santé qu'il faut stocker. Un génome, ça pèse plusieurs téraoctets dans sa forme brute, qu'il faut traiter, qu'il faut restocker, qu'il faut peut-être garder tout au long de la vie, et puis comment on traite ces datas-là, comment on les assemble avec d'autres données qui peuvent être les données cliniques, le phénome, qui peuvent être les données ARN, le transcriptome, qui peuvent être plein d'autres choses. Et là, on va rentrer dans les multiomics. Et ça, c'est une information pour les jeunes, hein. Ces multiomics, il va falloir essayer de se mettre dedans si vous êtes intéressé dans la santé, parce qu'on a besoin de systèmes pour pouvoir traiter tout ça et pour pouvoir donner du sens. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Non, je suis parti dans les limbes. Mais mais c'était... Vous parlez... Alors, j'ai une petite surprise en entendant parler de données massives, parce que effectivement, vous parlez de très grand nombre de données, et paradoxalement, quand on a discuté, vous m'avez dit aussi, chaque maladie, en fait, c'est très peu de patients, donc c'est très peu de données. Donc comment le numérique peut vous aider face à cette situation, puisqu'il y a certaines maladies qui touchent quelques centaines ou dizaines de patients? Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui permettent de repérer en fait ces individus et qu'on puisse le faire sur toute la France. Alors, dans le cadre des maladies rares, il y a des choses qui existent. C'est la Banque nationale des maladies rares, la BNDMR, qui a un système qui s'appelle BAMARA, où tous les centres experts qui sont en France, et des centres experts, il y en a 2000 quand même en France au total, si on prend toutes les maladies rares, vont rentrer dans ce système qui s'appelle BAMARA un certain nombre d'informations sur le patient. C'est un peu débile, on fait plein de double saisies, mais bon, c'est comme ça. On a probablement des besoins d'IA pour pouvoir nous aider à aller plus vite et plus fort. Mais ce qui veut dire que le jour où il doit y avoir un essai thérapeutique, où on se pose une question sur une maladie rare, on peut identifier à travers la France toutes les personnes qui ont cette maladie rare, si elles ont eu la chance d'arriver au bon guichet au préalable. Et puis on a une échelle européenne que l'on peut aussi questionner. C'est un peu moins agile, mais c'est possible de le faire. Donc oui, on peut repérer 20, 30, 40, 50 personnes à travers la France qui ont la même maladie rare d'origine génétique, ou pas d'ailleurs. Professeur Guédon-Moreau, j'imagine que vous n'êtes pas confronté à des problèmes de rareté de données. Vous êtes dans un CHU. Le problème d'un CHU, c'est certainement la complexité de son système d'information. On parle du dossier patient informatisé, mais c'est aussi des dizaines et des dizaines d'applications métiers autour. Comment le numérique a participé à la dimension recherche des CHU, et à quoi vous êtes confronté aujourd'hui face à la complexité de ce système d'information hospitalier? Oui. En fait, la recherche clinique, puisque c'est beaucoup ce qu'on pratique en CHU, elle nécessite un temps long pour produire de nouvelles connaissances, pour évaluer, réfléchir à des phénomènes, vérifier des hypothèses, et elle doit s'appuyer en fait sur des méthodes validées, et cela avec un esprit critique. Donc ça, c'est un peu les fondamentaux de la recherche clinique. Et en fait, on va prendre un peu l'exemple du gold standard actuellement de la recherche clinique, qui est l'essai clinique, prospectif, randomisé, contrôlé, que tout le monde connaît bien. Et le numérique en santé et l'intelligence artificielle ne vont pas se substituer à ce gold standard. Mais finalement, l'intelligence artificielle va constituer comme un accélérateur et un amplificateur méthodologique, si on peut dire, de ces standards méthodologiques qu'on utilise jusqu'ici. Alors, cet amplificateur va pouvoir se faire aux différentes étapes de la recherche clinique, c'est-à-dire avant un essai clinique, pendant un essai clinique, après un essai clinique. Avant l'essai, l'intelligence artificielle va être très utile pour réaliser ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et grâce aux données historiques,
l'intelligence artificielle va augmenter considérablement la volumétrie des données pour préparer l'essai. On va pouvoir utiliser bien sûr les bases de données existantes, des registres, des essais cliniques qui ont déjà été réalisés, mais aussi, ce qui est un petit peu nouveau, les dossiers médicaux numérisés des patients. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Et ça va permettre de simuler en fait des essais cliniques et même des dizaines de milliers d'essais cliniques pour concevoir l'essai clinique entre guillemets un petit peu idéal, enfin je ne sais pas si on peut parler d'idéal, mais celui qui va permettre de faire avancer le plus rapidement possible la connaissance et le plus efficacement possible la connaissance. Alors, ça commence par la construction d'un modèle prédictif. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais il y a différentes étapes pour construire un modèle prédictif. D'abord, la première étape, c'est la définition d'un modèle causal. En fait, c'est virtuel, c'est extrêmement important de montrer les causalités, de rechercher les causalités entre les variables. Et puis après, l'intelligence artificielle arrive aussi avec ces modèles d'apprentissage supervisé, là sur toutes les données historiques qu'on a, et ça aboutit à la troisième étape, c'est-à-dire la simulation d'essais virtuels, et donc parfois de milliers d'essais virtuels. Alors, je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore tout à fait là dans ces conceptions des études, mais l'intelligence artificielle va nous aider énormément dans la conception de ce qu'on fait, enfin dans la conception des essais, donc avant l'essai. Alors, pendant l'essai, c'est un petit peu différent. Pendant l'essai, l'IA va intervenir d'une autre façon. Elle va intervenir vraiment dans l'essai lui-même, au fur et à mesure de l'évolution de l'essai clinique. Dans, par exemple, la sélection des patients, justement, en étudiant les dossiers informatisés des patients, ça va permettre de recruter beaucoup plus rapidement dans les essais cliniques. L'IA va permettre de faire des suivis en temps réel et assez automatisés des événements indésirables qui surviennent au cours de l'essai. Ça, c'est un point aussi extrêmement important. Il y a aussi du monitoring adaptatif. En fait, les comités de suivi peuvent s'appuyer sur des tableaux de bord gérés un peu par l'IA qui signalent automatiquement les anomalies, les déviations de protocole, ces choses-là. Et puis aussi, l'IA va intervenir dans les pertes de données. Alors aussi, ça c'est quelque chose qui est courant pour permettre de rechercher les valeurs hors normes qui sont des défauts de saisie. Mais voilà, elle va permettre de remplacer de façon assez intelligente les données manquantes. Donc vous voyez que vraiment à différents niveaux des essais cliniques, toutes ces techniques d'intelligence artificielle et de numérique en santé vont venir apporter des éléments qui vont favoriser la pertinence des essais, le choix de la méthodologie, d'améliorer le choix de la méthodologie et d'organiser l'essai finalement avant même, on va dire, de dépenser le premier euro et puis d'exposer le premier patient. Donc on voit des essais ciblés, mieux ciblés, mais oui. Vous avez parlé aussi de performance et de la capacité de traitement que vous apportez ces outils. Est-ce que vous avez déjà constaté sur le terrain, derrière la promesse de pouvoir traiter plus de données, de pouvoir démarrer une cohorte plus rapidement parce qu'on a plus rapidement déterminé des patients à inclure, est-ce que vous constatez une réalité dans l'efficacité, le gain de temps et la performance avec ces outils-là derrière? Ou est-ce qu'on en est encore à la promesse qu'on doit mesurer demain? Non, on n'est pas encore, on n'est pas qu'à la promesse. J'ai parlé de ce qu'on faisait avant l'essai, pendant l'essai, après l'essai clinique aussi. Ces techniques d'intelligence artificielle sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent d'analyser des énormes bases de données cliniques et d'essais cliniques, de réaliser extrêmement rapidement des méta-analyses. Avant, on mettait des mois et des mois à réaliser des méta-analyses. Là, avec ces nouveaux outils, ça va beaucoup plus vite.
Aussi dans la communication des résultats de l'étude, l'IA nous aide beaucoup pour préparer des figures, des tableaux. Donc ça, c'est des choses vraiment concrètes qu'on utilise là vraiment couramment pour répondre aux reviewers aussi qui nous demandent parfois de revoir nos statistiques, d'utiliser de nouveaux modèles statistiques. Et on interroge les intelligences artificielles, on les questionne là-dessus pour pour qu'elles nous conseillent des modèles différents, plus performants. Donc ça, c'est vraiment du concret de tous les jours. Merci. Docteur Saint-Aroman, on imagine bien que les questions d'efficacité, de performance de la recherche sont au cœur des enjeux sur le marché très concurrentiel des industries pharmaceutiques. Est-ce que vous pourriez illustrer quelques cas concrets du numérique, de l'usage du numérique dans le développement clinique chez Pierre Fabre ? En écoutant professeur Geneviève et aussi professeur Guédon-Moron, c'était très intéressant parce que vous avez donné vraiment le cadre. Vous avez parlé de banques de données, vous avez parlé des bases, vous avez parlé aussi des registres. Et il y avait un niveau français et européen. Donc moi, je voudrais vous citer un exemple de niveau européen, comment les pays de l'Europe se réunissent et travaillent ensemble dans le domaine donc, de cancer et concrètement de mélanome cutané. Il y a une base de données qui s'appelle Euromelareg. Ce sont des registres en fait, issus de 18 pays au total et ayant plus que 28 000 assets. Donc vraiment les données patients. Et ce sont les patients qui ont eu donc diagnostic de mélanome avec différents stades. Et en fait, donc, le groupe Pierre Fabre s'est intéressé vraiment aux patients avec un profil de mélanome stade 3, stade 4, donc c'est-à-dire un mélanome qui n'est pas résécable et qui est métastasique. Et en fait, justement, en ayant l'accès à cette grande base de données, ça nous permet de cibler le profil de patient. C'est ce que vous disiez, justement, ça permet de simuler, voir des cohortes et aussi faire des études rétrospectives. Je sais que vous avez parlé des études randomisées, standards, etc., ce qui existait il y a, je dirais, comme un gold standard il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, cette grande base de données nous a permis de construire une étude rétrospective. Ça veut dire qu'on a pris on a pris des patients des années 2018 jusqu'à 2025 et on a constitué au fait une étude avec 2 bras, 2 fois 150 patients et au fait on a pu identifier le profil de patients répondant à tel ou tel critère qui était réponse au traitement, etc. Et récemment, justement, ces résultats de ces dernières années nous a permis d'en faire toute une nouvelle étude avec des résultats probants qu'on a exposés à un congrès européen d'oncologie qui s'appelle ESMO et qui avait lieu en octobre dernier à Berlin. Merci. Vous m'avez parlé d'un outil aussi, j'aimerais que vous en disiez quelques mots, le Clinical Control Tower. Autour de la gestion de la data dans ce cadre de recherche clinique. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous apporte et comment il permet d'anticiper aussi les problèmes des futurs essais. Alors, on a développé en interne un outil qui s'appelle Clinical Control Tower. Donc, développement clinique, les études cliniques. Contrôler, on veut un petit peu savoir plus sur les études, sur les délais, vous en avez parlé, parce que l'IA permet d'accélérer les délais et aussi les coûts. Et puis, voir si on peut transposer entre les différents domaines thérapeutiques et comment on peut le piloter. Donc, c'est un outil de pilotage, c'est une base de données en fait, qui nous permet de savoir déjà répertorier un nombre d'études en cours en différents segments thérapeutiques, oncologie, vous avez parlé de maladies rares, dermatologie et acné. En fait, savoir s'il y a quelque part des centres qui ne recrutent pas justement, de pouvoir les fermer ou ouvrir de nouveaux centres qui accélèrent beaucoup plus rapidement, avoir le coût de l'étude. Et nous, par exemple, avec les marques cosmétiques dans le groupe, on a des marques Aven, Ducré et Aderma qui sont sur le même segment. Et admettons, en 2025, on fait une étude dans l'acné, on aurait fait une autre en 2030 avec une autre marque. Ça nous permet d'extrapoler, non seulement enrichir une base de données, d'extrapoler au fait les datas, mais aussi savoir quel pays il faut pour la prochaine étude investiguer ou pas. Et du coup, on maîtrise le coût et le pilotage des études futures. Merci beaucoup. Delphine Puertolas, Toulouse Tech Transfer, c'est une SAT, une société d'accélération du transfert de technologie. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est une SAT et son rôle particulier d'intermédiaire entre la recherche et l'industrie et comment vous pouvez aussi servir d'accélérateur dans cette dynamique-là.
Alors, UNSAT, donc c'est une société d'accélération de transfert de technologie. Il y en a 13 en France, chacune est dédiée par territoire. Elles ont été créées dans le cadre des investissements d'avenir. Et notre mission, c'est de valoriser les travaux issus des laboratoires de recherche, que ce soit les universités, les écoles d'ingénieurs, aussi les CHU. Donc, Tools Tech Transfer, c'est la SAT de l'Occitanie-Ouest. Et effectivement, nous sommes à l'interface des laboratoires de recherche et des entreprises. Donc, pour cela, nous mettons à disposition des chercheurs des moyens et une équipe pour comprendre leur invention, définir une stratégie de propriété intellectuelle, définir avec eux une route technologique pour aller vers un prototype, positionner les technologies sur les marchés. Et le but du jeu, en fait, c'est de transférer ces résultats qui sont issus des laboratoires de recherche vers des entreprises existantes qui vont poursuivre le développement ou d'aider à la création d'entreprises. Quelques chiffres pour vous concrétiser un petit peu mieux ce qu'est Tools Tech Transfer. Donc, on a été créé il y a une dizaine d'années. On a détecté plus de 1200 inventions, tous domaines confondus. On a déposé plus de 400 brevets, investi dans 400 maturations. Ce sont des investissements à hauteur de 60 millions d'euros aujourd'hui. Et on a participé à la création de 50 startups. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que donc vous êtes connecté directement en fait avec le tissu des laboratoires? Qu'est-ce que vous avez vu arriver comme nouvelles pratiques ou innovations directement liées au numérique dans le monde de la recherche, puisque vous voyez finalement arriver ces brevets et ces innovations et ces nouvelles pratiques? Alors je vais définir deux domaines. Effectivement, le numérique a vraiment changé nos projets. Dans le domaine des essais cliniques, alors plus dans le domaine thérapeutique. Moi, je vais plus en amont que vos projets des essais cliniques. Je suis au niveau des molécules, ce sont les projets qu'on a en ce moment. Donc pour le développement de petites molécules chimiques thérapeutiques, effectivement, on va utiliser des modélisations in silico, des modélisations numériques pour aller identifier des cibles, pour travailler sur la stabilité par exemple d'anticorps thérapeutiques. Avant de les synthétiser, on va faire des modélisations numériques et in silico. Donc on va gagner du temps et ça va aussi coûter moins cher parce qu'on va moins synthétiser de produits biologiques. Je vois aussi ces avancées dans le domaine des essais cliniques, mais au niveau des dispositifs médicaux. Un exemple récent, c'est un cas concret dans le domaine de l'épilepsie. Les patients qui sont résistants au traitement, une solution qui peut être proposée, c'est la chirurgie, c'est-à-dire que le clinicien doit enlever la zone du cerveau qui est responsable de l'épilepsie. Et pour cela, à base d'IRM et d'enregistrement EEG, il doit analyser. Mais ce sont des analyses très longues. C'est un enregistrement d'EEG sur plusieurs jours. Donc ce sont des milliers de graphes à analyser. Et aujourd'hui, on a une solution numérique qui existe et qui est commercialisée par la start-up AvrioMedTech, peut-être que vous connaissez. Et cet outil numérique, il a été développé dans un laboratoire de recherche du CNRS, le CERCO et de l'ENAC. Donc c'est une équipe de chercheurs qui a développé cet outil. Et donc nous avons pu augmenter cette preuve de concept, constituer l'équipe de création entreprise. Et donc maintenant, voilà, cette solution existe et elle est aujourd'hui appliquée dans certains CHU. Donc voilà des cas concrets en fait de l'impact du numérique dans nos projets de recherche et dans l'innovation qu'on amène vers le monde économique. Pour l'exemple, et AvrioMedTech a été primé à plusieurs reprises, effectivement. On a beaucoup parlé efficacité, performance, volume, capacité à traiter plus vite, plus grand, à mieux cibler aussi les molécules, mieux cibler les patients pour les bons essais. Laurence Guédon-Moreau, si on parlait un petit peu de fiabilité, de confiance, vous automatisez cette collecte massive, vous la traitez. Est-ce que ces nouveaux processus numériques vous confrontent à des questions nouvelles, des questions d'éthique ou d'équité d'accès aux essais cliniques? Oui, je vais peut-être vous répondre de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que de tout temps, la littérature scientifique a été, on va dire, polluée, entre guillemets, par des données fausses, imprécises, des études mal faites, de méthodologies mauvaises. Ça, c'est pas nouveau. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on peut voir arriver, on voit arriver des études qui sont complètement inventées.
par ces processus d'intelligence artificielle. Et ça pose une question éthique, d'éthique scientifique qui est extrêmement cruciale. Et ça va être du devoir finalement des éditeurs en chef des revues de dépister ces études qui sont de fausses études, qui ne reposent pas sur des données cliniques réelles. Et donc ça va vraiment être un point assez important, je pense, dans la diffusion des données de la science. Donc ça, c'est le premier point. Les éditeurs, finalement, vont devoir savoir comment l'IA a été utilisée, parce que l'IA sera utilisée dans toutes ces études, c'est forcé, mais est-ce qu'elle a été utilisée à bon ou à mauvais escient? Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je vais me placer plus du côté des patients. Vous savez que dans les études cliniques, il y a des critères d'inclusion et des critères de non-inclusion ou d'exclusion, on va dire. Et donc, il y a énormément de patients qui sont exclus des essais cliniques parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils sont polypathologiques ou pour d'autres raisons. Eh bien, là, il est vraisemblable que les techniques d'intelligence artificielle vont pouvoir extrapoler correctement les données existantes des essais cliniques qui ont été vraiment réalisés à ces populations finalement qui sont délaissées et ces patients, ces types de patients qui ne sont pas inclus dans les essais cliniques, avec donc des essais cliniques qui seront réalisés, modélisés à partir des données historiques et des dossiers médicaux informatisés de ces patients laissés un peu pour compte. Donc voilà, je pense que ça, c'est pour le coup un bon point du point de vue éthique. Oui, bien sûr, merci. Et effectivement, pour revenir sur le premier point que vous aviez abordé, la directrice de la recherche de l'école INSA, puisqu'on est dans une école, nous alertait aussi sur la question de la veille pour les jeunes étudiants aujourd'hui qui travaillent beaucoup sur la veille des productions médicales. Et elle disait qu'aujourd'hui, il y avait pratiquement 20% d'études cliniques remontées par les IA qui étaient en fait de fausses études cliniques et que c'est très compliqué parce qu'ils ont des étudiants qui ne sont pas en capacité de discerner. Elles sont tellement bien rédigées qu'aujourd'hui c'est très complexe de savoir si cette étude est réelle ou pas. Et c'est un vrai problème, y compris dans l'enseignement aujourd'hui. Et il y avait l'éditeur du JACC. Le JACC, c'est un journal, l'un des journaux avec le plus fort impact facteur en cardiologie, un éditeur du JACC qui s'est positionné là-dessus et en disant que de toute façon le JACC allait accepter les études dans lesquelles l'IA intervenait parce que c'était incontournable et que c'était vraiment une plus-value importante, mais il y a d'autres revues qui s'opposent complètement à ça. Mais je pense que l'IA pénétrera tout ça. Voilà. Et puis l'IA aussi aide à écrire des articles. On parlait ce matin des difficultés d'écriture en langue anglaise quand on ne maîtrise pas la langue anglaise, par exemple. L'IA est une formidable aide pour cela. Merci. David, Geneviève, sur la même question notamment de l'équité d'accès aux essais cliniques. Je pense que pour vous, vu le petit nombre de patients que vous devez toucher sur certaines maladies qui sont très rares, cette question de l'équité d'accès est importante. Et puis la collecte directe aussi des outils auprès du patient là-dedans. Est-ce que voilà, le numérique vous amène quelque chose? Alors, le numérique amène beaucoup de choses parce qu'en réalité, les essais cliniques tels qu'on les connaît et dont on a parlé jusqu'à présent, dans les maladies rares, c'est assez compliqué de les mettre en place parce qu'il y a peu de patients. Si on doit les stratifier par l'âge ou autre chose, on les réduit encore plus. Et on se retrouve dans des modèles qui ne sont plus applicables pour démontrer l'efficacité d'un traitement. Et les données collectées par les personnes malades, et on commence à avoir ce genre de choses, sur des histoires naturelles, sur des questionnaires de qualité de vie, peuvent être des éléments qui peuvent être considérés comme étant l'élément qui bouge avec le traitement et qui démontre l'efficacité d'un potentiel traitement. Et c'est un vrai challenge parce qu'on se dit mais comment on peut récupérer tout ça? Alors toujours la BNDMR, donc la Banque nationale des maladies rares, est en train de développer, c'est pas
pas encore fait, mais c'est vraiment en cours. C'est dans le cadre du plan national maladie rare 4, c'est de développer d'autres parties de ce dispositif à destination des personnes malades, pour que les personnes malades ou leurs aidants remplissent directement des questionnaires de qualité de vie, remplissent directement des informations qui correspondent à ce qui leur arrive dans la vraie vie. Donc on est à la limite entre des données de vie réelle, donc ces fameux RWE, et tout ça, ça va être utile parce qu'on a une vraie transformation aujourd'hui à cause de cette stratification extrêmement importante et des volumes faibles de personnes malades et des éléments d'évaluation de l'efficacité du traitement. On a besoin de changer les modèles qui existent, et les données remplies par les personnes malades sont absolument indispensables pour pouvoir justement trouver les nouvelles clés pour démontrer l'efficacité d'un traitement. Delphine Bertolaz, vous nous avez parlé de l'implantation de l'IA tout à l'heure, et qui était vraiment dans la nouveauté dans les processus de recherche. Qu'est-ce que ça génère comme inquiétude, et sur quoi il faut être vigilant en ce moment sur ces utilisations de plus en plus massives? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais choisir de mettre en lumière 2 points. Le premier, c'est sur la transparence, l'explicabilité. C'est-à-dire qu'on a tendance à regarder, aujourd'hui je parle d'IA, des algorithmes par rapport à leur performance. On va se dire, il faut que j'atteigne 90% de performance de mon algorithme. Mais donc, si on prend par exemple une IA qui est utilisée pour de l'aide au diagnostic, donc ça va être des algorithmes qui vont être assez complexes, où l'arbre décisionnel n'est pas forcément clair, et on peut utiliser quelquefois différents algorithmes parce qu'on va utiliser des données multimodales. Ça va être le poids du patient, son âge, un IRM, un marqueur biologique. Donc on fait face à une complexité au niveau technologique qui vont certes donner des bons résultats, 90% de performance, mais en termes d'explicabilité, il faut savoir qu'il y a des zones d'ombre, et ce n'est pas ce que nous demande le RGPD ni l'IA Act, surtout dans le domaine de la santé. Donc il y a un gros pan de la recherche qui est sur ce domaine. Il y a beaucoup de publications qui sortent sur l'explicabilité des algorithmes. Donc ça, par exemple, il y a le cluster IA en région qui s'appelle ANITI, qui a un gros pan de recherche sur ce domaine. Donc c'est très, très important de pouvoir expliquer comment l'algorithme a pris sa décision, pour que le clinicien qui va l'utiliser, il ait aussi sa responsabilité quand il va être face à son patient, pour lui expliquer le diagnostic, comment il a fait son choix. Donc il y a un gros travail là-dessus sur l'explicabilité et la transparence des algorithmes. Et le deuxième point que je voulais mettre en lumière, c'est sur la cybersécurité. Donc effectivement, on travaille avec des données de santé, donc ça vaut de l'or dans notre domaine, puisque l'IA sans données, ça ne vaut rien. Il faut qu'elle apprenne quelque chose, donc c'est vraiment très très important. Donc au-delà des outils classiques pour se protéger des attaques sur les attaques informatiques, on met aussi en place assez tôt, au niveau des équipes projets de recherche, des bonnes pratiques par rapport déjà au chiffrement des données, et aussi des bonnes pratiques pour respecter la chaîne de confidentialité, c'est-à-dire savoir où sont stockées les données. Donc ça, on le fait en lien avec les CHU. Où sont stockées les données, comment elles vont être utilisées, est-ce que l'IA va l'utiliser sur site, ou est-ce qu'elle va devoir l'utiliser sur un autre cloud. Donc il y a toute cette chaîne-là qu'on essaye d'anticiper, même si nous, on est encore loin du marché. On est sur des niveaux de maturité. Sur les TRL, c'est du 3, 4 et 8, on est sur le marché. Mais on essaye de mettre en place déjà assez tôt ces bonnes pratiques, pour qu'ensuite l'industriel qui prenne le relais, il puisse continuer dans cette démarche-là. Merci. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir la chance en Europe d'avoir l'IA Act et un cadre au moins d'usage éthique, d'explicabilité, de garantie humaine, et auquel l'ensemble des industriels doivent se confronter, la recherche également. C'est une bonne transition, Markéta Saint-Armand, pour vous parler un petit peu de l'intervention des laboratoires Fabre sur l'ensemble des continents. Vous êtes amené à récolter des données dans des contextes et des cadres réglementaires très différents. Est-ce que vous pouvez nous partager juste un petit mot sur ces différences culturelles, et puis faire peut-être le lien avec un projet en dermatologie de collecte de data mondiale que vous appelez Survey All?
Donc j'ai bien compris que c'est l'international qui vous intéresse. Donc en entendant Delphine, on sait que l'Europe est très RGPD, donc les data protection des patients, etc. Donc je pense qu'à nos caractéristiques côté éthique est vraiment très connu, non seulement en France, mais sur le continent européen, la protection de patients à l'ère data, c'est quelque chose de très important. Alors, si on va sur le continent nord-américain, donc tout ce qui est américain, protection, c'est bien, patient, c'est bien, mais ce qui compte, en tout cas majoritairement, tout ce que je vois ou ce que je lis, c'est comment on monnaie ces data. Et vous le disiez, ça vaut de l'or. Et aujourd'hui, aux États-Unis, vraiment la première préoccupation, qu'est-ce que je fais avec la data? Est-ce que je peux les monnayer? Combien je peux le vendre? Et donc, le marché des data aux États-Unis est estimé à 4 milliards de dollars. Donc, vraiment, vous voyez le chiffre. Et, Vous parlez des datas de santé le global, voilà, le global. Et si on va donc côté opposé en Asie, c'est vrai, la semaine dernière, j'étais en Australie, mais c'est pas pour ça que je donne les exemples, mais vous savez, les Asiatiques, ils vont très vite. Donc, ce qui les intéresse, c'est d'aller très, très vite. Quand j'étais en Corée en 2018, ils étaient utilisés ce qu'on appelle en dermatologie le ASCORA, donc c'est-à-dire ils prennent les photos, ils analysent et ils voient quelle pathologie c'est, quels sont les symptômes, etc. Donc, tous ces algorithmes, vous l'avez un peu dit, hein, sans les data, on ne peut rien faire, mais ça menait jusqu'à presque le diagnostic, ou plutôt supposé diagnostic. Et puis, travail aussi, il y a de façon matching ou prédictive. Et donc, en Asie, on va très vite. Donc, aujourd'hui, la protection des patients, c'est quelque chose qui commence à être un peu instauré. Il y a différentes lois. Mais au fait, quand on regarde un peu la littérature et ce qui se passe réellement, au fait, on parle de consentement, mais en fait, ils ne disent pas comment requérir un consentement, qu'est-ce qu'il faut faire quand un patient s'oppose, s'il ne donne pas l'accord de consentement, ou s'il veut retirer d'une base de données plus tard. En fait, il y a tout ce qui est réel autour, ça n'existe pas vraiment. Voilà, donc les data, ça vaut de l'or. Et moi, je voulais citer un exemple très concret, ce qu'on a fait dans le groupe depuis 2022, laboratoire Pierre Fabre. Donc, on a mis en place une étude d'envergure mondiale auprès de 50 000 adultes, mais c'était sur tous les continents, donc 5 continents. Donc, c'est vraiment une étude mondiale qui est représentative de tous les pays. C'était administré via un questionnaire en dermatologie pour avoir en fait la perception des patients. Vous en avez parlé, justement sur les dermatoses, donc maladies cutanées, parce que souvent, on peut avoir des symptômes, mais en cardiologie, je pense à l'infarctus de myocarde, aux maladies cardiovasculaires sont très bien prises en charge. Pour autant, en dermatologie, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée de cette étude-là, c'était vraiment d'investiguer les dermatoses sur le plan mondial. Et donc, nous l'avons administré grâce à des outils digitaux, data. On a recueilli près de 3 millions de data dans le monde entier. Et au fait, la prévalence de dermatose dans le monde, c'est plus que 35%. Et aujourd'hui, ces data, en fait, on arrive à les croiser et même prédire. Vous avez parlé des modèles prédictifs. Et donc, grâce à cette base de données qu'on a construite depuis 3 dernières années avec plus que 3 millions de data, on arrive en fait projeter ces data avec des algorithmes prédictifs et dire en 2030 quelle sera la prévalence de psoriasis, d'atopic dermatitis dans le monde entier. Et à part le temps, c'est-à-dire se projeter dans le futur, pour autant on n'a pas la boule de cristal, mais on a les data, donc on sait sur quoi on s'appuie. On peut aussi se projeter dans le plan géographique, parce qu'on est un laboratoire français, bien sûr, on n'est pas dans tous les pays dans le monde, et on n'a pas administré l'étude dans tous les pays dans le monde, mais par continent, on a choisi les pays. Donc l'exemple Europe, on a fait l'étude en France, mais on ne l'a pas fait en Belgique. Mais grâce à data, en fait, et avec les données sur la population belge, avec les habitudes alimentaires, s'ils boivent du lait ou pas, en tout cas, on a pris les différents facteurs et data qui sont importants pour l'acné. Et donc, on a fait de prédictifs par rapport à la prévalence de l'acné sur la population belge. Et grâce aux data, y compris produits intérieurs bruts, il y avait plein de choses qu'on a inclus. On a pu justement faire de prédictions de prévalence d'acné sur une population belge avec une accuracy de plus que 88%. Et donc, avec ces 50 000 patients, vous couvrez pratiquement la population mondiale? Oui, on la couvre, on l'a publié, on a la plus grande base dermatologique au monde. Et on peut non seulement prédire dans le temps, prédire au niveau géographique, mais on peut aussi croiser les datas. Donc, quelqu'un qui a l'acné en Asie ou aux Amériques où il y a
plus très grande prévalence. En Europe, c'est aux alentours de 10%. En Belgique, on avait vu 12. Aux Amériques, c'était en Caraïbes plus que 29%. On peut croiser les datas, on peut dire telle population, par exemple avec l'acné, a aussi une dermite séborrhoïque ou un problème de cuir chevelu. Donc ça c'est intéressant parce qu'au fait, ce sont les fameux profils patients ou sous-catégories qu'on peut travailler avec l'IA. Merci. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de faire un peu de prospective, de faire un petit tour de table et de nous partager chacun d'entre vous, soit vos attentes, vos inquiétudes ou votre vision de la place du numérique dans la recherche demain. Laurence Guédon-Moreau, si vous voulez commencer. Alors, la profonde transformation de la recherche clinique grâce à l'utilisation du numérique en santé va nécessiter un énorme effort de formation. De formation des chercheurs, de formation des cliniciens pour interpréter toutes ces données, les comprendre l'algorithmie au moins un minimum, voilà. Et puis aussi un énorme effort de formation des évaluateurs. Donc ça c'est un gros sujet. Donc il va falloir que toutes ces personnes acquièrent des compétences, on va dire, méthodologiques pour analyser de façon critique cette méthodologie et puis acquièrent des compétences pour analyser de façon critique les résultats des études avec un focus particulier sur le numérique dans la méthodologie et les résultats. Donc ça, c'est pas gagné d'avance. Et donc, on va devoir faire un gros effort. Les universitaires vont devoir et les écoles toutes les écoles de formation vont devoir faire un gros effort d'enseignement, de mise en place de programmes de formation autour du numérique dans la recherche en santé, dans la recherche médicale et la recherche en santé. Aussi, l'autre problématique, c'est que cette intelligence artificielle, ce numérique avance de façon galopante et les évaluateurs, ils avancent aussi, parfois ils avancent à reculons, comme tout le monde. Et là, qu'est-ce que ça va devenir finalement? Parce qu'on est obligatoirement obligé d'évaluer. On ne peut pas prendre tout pour argent comptant. Et on est encore au balbutiement. C'est-à-dire que là, on utilise une IA qui est une IA faible. C'est-à-dire que c'est une IA qui comprend pas le monde dans lequel elle évolue. Mais lorsqu'on arrivera dans je ne sais pas trop combien d'années à une IA forte, une IA vraiment, vraiment intelligente, qui se rapproche de l'intelligence humaine et qui dépasse l'intelligence humaine, il faudra qu'on refasse une table ronde pour reparler de tout ça. Voilà, mais bon. Et je peux vous parler aussi, notre société, la Société francophone de santé numérique, organise au mois de décembre ses assises à Montpellier, les 11 et 12 décembre. Et c'est justement pour se projeter dans le futur sur tout ce qui est télémédecine, télésoins, santé numérique et intelligence artificielle. Donc on vous invite à suivre l'avènement, c'est une inscription gratuite et ça peut être en présentiel ou en distanciel. Voilà. Merci, on prend bonne note dans l'agenda. Donc moi j'ai entendu formation, évaluation des pratiques aussi et puis acculturation des professionnels. Docteur Saint-Aroman, un petit mot pour conclure. L'avenir. Alors du coup, je vais rebondir ce qu'il a dit professeur Guédon-Moreau. On a parlé de l'IA et aussi des études virtuelles, si je me rappelle bien ce que vous avez, ou de ce qui est cohorte augmentée. C'est un sujet qui est intéressant, qui est à débattre et à voir aussi comment les autorités l'accepteront dans le futur. Vous avez parlé dans le journal en cardiologie, celui qui l'accepte et d'autres journaux qui ne l'acceptent pas. Mais je voudrais citer le fait que la recherche, justement, elle est accélérée par l'IA parce que l'IA permet, avec l'IA des matching, déjà de trouver les bons patients à l'inclusion, dans une étude notamment en oncologie, parce qu'aujourd'hui 5% des patients rentrent dans l'étude, mais pour autant, avec l'IA, on peut en arriver jusqu'à 20% quand il y a le bon profil matching avec la bonne étude et les bons critères d'inclusion. Donc il y a un gain de temps, il y a aussi un gain de coût.
Et quand on va au-delà de ça, je pense dans l'avenir, ça nous permettra aussi, avec les bases de données existantes, de faire ce qu'on appelle donc les cohortes virtuelles, vous l'avez cité. Et peut-être dans votre CHU, vous l'avez déjà mise en place. C'est fort probable. C'est vrai que quand on a des bases de données bien structurées, ça nous permet de voir comment tel ou tel patient va se comporter à ce qu'on appelle un endpoint, c'est-à-dire à un stade de visite pendant une pathologie, un essai clinique. Et donc, nous, on a mis en place une étude dans l'acné avec une base de données qu'on avait à l'Hôtel Dieu à Toulouse depuis plus que 15 ans. Et on a décidé de mettre en place une étude clinique qui dure 1 an. Et donc, garder un patient dans une étude clinique pendant 1 an, c'est quelque chose qui est relativement difficile. On sait que les études long terme sont à partir de 6 mois. Et donc, on avait un bras vraiment où on recrute les patients, une centaine de patients. Et le deuxième bras, en fait, on a utilisé cette méthodologie virtuelle grâce à IA et grâce à la base de données. Donc, on a recruté une trentaine de patients. Et avec les datas qu'on avait, en fait, cette base de données, je ne vais pas dire que le mot, en fait, on a amplifié ou augmenté la population grâce à des datas, grâce à modèles mathématiques, grâce à statistiques, qu'on avait une base de données béton. Quand je dis béton, c'est vraiment, il faut avoir des bonnes datas. Quand vous dites des bases de données propres, on a pu, en fait, amplifier cette cohorte de population et, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, avoir une cohorte virtuelle de 70 patients. Et donc, grâce à ça, en fait, on termine l'essai plus tôt parce qu'avec 30 patients recrutés et 70 grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à cette population de 100. Donc, on a un bras comparateur avec cette cohorte augmentée. Et on va donc publier cette étude-là. Justement, il faut cibler parce qu'on sait qu'il y a des journaux en oncologie qui acceptent cette cohorte augmentée, cohorte virtuelle. Et nous, on voudrait le faire, c'est donc dermatologie pour l'essai en acné que nous sommes en train de mener. Oui, ce type d'études sur lequel s'intéresse aussi l'HAS en ce moment. Delphine Puertolas, pour conclure. Pour conclure, ces solutions dont on a parlé, d'intelligence artificielle, qui peuvent être au CHU, dans les industries pharmaceutiques, la plupart du temps, elles sont amenées sur le marché par des petites entreprises. On n'en parle pas beaucoup, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais par des startups, c'est des startups en santé numérique qui vont développer ces solutions et qui vont les mettre à disposition, les vendre au CHU, aux industries pharmaceutiques pour accélérer la recherche clinique et la recherche en général. Maintenant se pose la question du financement, parce que ça a un coût quand même de développer ces IA, il faut qu'elles soient robustes, il faut qu'elles soient éthiques, il faut accéder aux données. Donc la question du financement de ces entreprises est une vraie question. Il y a l'État, c'est vrai, soutien, tout ce qui est santé numérique, et la stratégie nationale d'accélération en santé numérique qui est en place, qui permet de financer des projets très tôt, dès le début de la recherche avec des PEPR, ensuite avec des maturations. Il y a des tiers-lieux qui sont financés, donc il y en a un ici qui est financé, les tiers-lieux d'expérimentation. Mais il y a besoin quand même de continuer à soutenir ces startups pour qu'elles puissent développer ces innovations et les amener jusqu'aux patients, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, c'est la question aussi de est-ce que les hôpitaux sont prêts à acheter ce type de solutions? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 vitesses entre le déploiement de l'innovation technologique qui peut être très rapide et le vrai cas sur le terrain. Est-ce que mon médecin généraliste, il utilise vraiment l'IA? Est-ce que dans mon hôpital, je ne sais pas, en Ariège, il a accès à ce type de logiciel? Donc c'est ce que j'aimerais pour le futur, c'est qu'il y ait un meilleur équilibre entre ces innovations technologiques qui sont poussées et l'adoption par les utilisateurs, par les cliniciens et les patients. On est à la fois dans le financement des innovateurs et la soutenabilité des solutions aussi, pour qu'on en a parlé hier, l'équité. Tous les établissements aujourd'hui, le docteur Cuffy du Chic de 4 nous disait qu'elle était obligée de faire des choix et il y a des innovations qu'elle ne peut pas prendre pour des raisons financières. J'imagine que c'est aussi le cas en CHU. Docteur Geneviève, pour conclure, un petit mot. Merci beaucoup. On se projette loin. Alors, aujourd'hui, il y a 50 pays qui ont des initiatives de génome à la naissance pour remplacer le dépistage néonatal qu'on connaît aujourd'hui, qui quand même a déjà bien augmenté en France, puisque à partir du 1er septembre, on fait 16 maladies sur les 450 maladies qu'on doit traiter aujourd'hui. Donc on est très mauvais, mais c'est pas grave. Donc il y a 50 pays, dont la France, ont des initiatives de génome à la naissance. Donc ça veut dire que, dans 20 ans, 30 ans, peut-être que tous les bébés, depuis un certain nombre d'années, auront eu un génome à la naissance.
Donc il va falloir stocker, il va falloir protéger, il va falloir réinterpréter, parce que votre génome que vous avez à la naissance, on va chercher les maladies utiles quand vous êtes enfant, puis vous allez grandir, puis après peut-être qu'on va chercher d'autres maladies qui seront utiles pour vous quand vous serez jeune adulte, dans des questions d'autonomie pour avoir des enfants, d'autonomie de prise en charge thérapeutique, etc. etc. Et donc, ça ne va pas être simple parce que ça va être des volumes très très importants. On a la chance en France d'avoir des plans de santé de médecine génomique, donc il y a quand même une anticipation là-dessus sur justement le stockage, la production et le traitement des données. Et donc, il va falloir beaucoup d'IA pour pouvoir réussir à traiter, stocker, conserver, retraiter et surtout donner du sens. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir du sens dans nos données, sans compter la question du médico-économique. Mais on imagine bien que si on peut faire de la prévention, si on peut faire de la prédiction, on aura peut-être moins de situations de handicap, en tout cas liées à des maladies génétiques. Tout n'est pas lié à la génétique. Et on pourra peut-être essayer d'avoir moins de maladies ou moins d'apparitions de maladies ou mieux dépister, mieux traiter plus tard. Et je pense que ce n'est pas un futur si loin que ça. Merci beaucoup, merci pour la qualité des échanges, j'aurais aimé qu'on continue encore. Merci aussi d'avoir rendu vos propos accessibles à tous. C'est pas toujours facile, vous avez été très bons là-dedans et je pense qu'on peut les applaudir pour cette intervention.